nous a rejoint Georges Malbruno. Bonsoir pour ce grand entretien. Je le disais, grand reporter au Figaro. Vous allez être précieux ce soir pour nous aider à comprendre ce qui se joue en ce 54e jour de guerre au Moyen-Orient. Je cite également votre dernier ouvrage, MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, aux éditions Michel Lafon. On l'a appris donc aujourd'hui, la mort d'un deuxième militaire français de la FINUL, des suites de ses blessures lors de la même embuscade au Liban qui avait tué ce week-end déjà l'adjudant Florian Montorio, le caporal-chef donc Anicet Girardin, deuxième militaire français de la FINUL tué. Emmanuel Macron lui a rendu hommage évidemment, ainsi qu'à l'engagement exemplaire de nos armées au sein de la FINUL qui œuvre pour la paix au Liban. Est-ce que vous avez des informations ce soir qui précisent les conditions de cette embuscade ? Alors, a priori, d'après une source au sein de la FINUL, les soldats français qui patrouillaient cherchaient à enlever un engin explosif improvisé qui avait été déposé par le Hezbollah sur le bas-côté de la route et qui devait viser justement des soldats israéliens qui occupent aujourd'hui le sud Liban. Et donc les soldats français ont fait leur job, c'est-à-dire d'enlever cet engin explosif. Et là, ils se sont retrouvés face aux combattants du Hezbollah, et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu un échange de tirs, et c'est là où il y a eu apparemment un premier soldat français qui a été tué, et donc donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça, comme ça a été dit par le président de la République, qui a toutes ces informations. Évidemment, les soldats français n'étaient pas visés en tant que Français, mais c'est la FINUL en tant que, je dirais, comme ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, justement, empêcheurs de tourner en rond à la fois par les Israéliens et par le Hezbollah, qui ont été visés. Et d'ailleurs, si mes informations sont exactes, après le départ du convoi de la FINUL, d'autres hommes du Hezbollah sont venus réinstaller l'engin explosif improvisé qui devait viser donc un des soldats israéliens. Henri Vernet. Est-ce que ces incidents, même si le terme peut paraître rude à répétition, puisqu'il y a donc déjà eu plusieurs victimes, plusieurs blessés et tués au sein de la FINUL, peuvent remettre en question la présence de la FINUL sur ce terrain, sachant d'ailleurs que son mandat est censé s'achever justement à la fin de cette année 2026. Non, ils ne vont pas remettre en question. Moi, j'avais un responsable de la FINUL qui m'a dit, comme ça a été dit, effectivement, c'est très regrettable, c'est évidemment très regrettable, mais ça fait partie du job, c'est pas le premier. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a eu quand même 2 Indonésiens qui ont été tués par Israël. Les soldats de la FINUL sont pris au piège entre l'armée israélienne qui ne veut pas avoir de témoins de ces agissements et qui donc, y compris contre des soldats français, a fait des opérations tout à fait inamicales. Et puis le Hezbollah, qui lui aussi ne veut pas avoir de témoins. La FINUL est en charge de vérifier le désarmement du Hezbollah avec l'armée libanaise, et donc le Hezbollah, lui, n'a pas intérêt à ce que le désarmement soit mené. Donc là, vraiment, on est dans une position d'extrême fragilité. Mais la FINUL va rester, elle restera jusqu'à la fin de l'année. Hier, Emmanuel Macron, quand on l'a vu, nous a dit, et on le savait un petit peu depuis un certain temps, qu'il y a un projet, la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont d'autres contributeurs importants, continueront d'être là, pas sous le mandat de l'ONU, mais sous un autre mandat pour essayer justement d'apporter un soutien à cette armée libanaise qui est quand même un petit peu défaillante aussi parce que elle n'a pas réussi à désarmer le Hezbollah. Elle n'a pas réussi, mais je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie de se déployer au nord de cette ligne jaune aujourd'hui, qui est une ligne d'occupation israélienne. Une sorte de zone tampon dressée par l'armée israélienne. Au nord de cette zone tampon, si vous voulez, au nord de cette zone qui fait environ 3 kilomètres de large, eh bien, l'armée israélienne pourrait se déployer, et l'armée libanaise pourrait se déployer, non pas pour désarmer le Hezbollah, mais pour être présente et pour être aux côtés de la population, et puis pour faire un petit peu ce travail-là, pour dire... Pour marquer aussi son territoire en disant c'est l'armée libanaise. Le Premier ministre libanais hier nous a dit, Nawaf Salam, l'État aujourd'hui doit recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du Liban. C'est le moment, elle ne le fait pas assez, et c'est un peu dommage. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière sur ce que vous nous disiez, sur la présence militaire de la France au sein de la FINUL et sur ce territoire. Alice Ruffo, la ministre
ministre délégué aux armées, s'est exprimé ce matin sur France Inter à ce sujet. Le mandat de la FINUL, tel qu'elle existe aujourd'hui, expire puisque la décision a été prise l'été dernier à la fin de l'année. On restera engagé jusqu'au bout de cette mission-là et nous sommes à la disposition des autorités libanaises pour travailler au cadre qui suivra. Dans la situation actuelle, c'est pas forcément le moment d'avoir ces conversations parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à traiter, mais on est disponible pour soutenir l'agenda des autorités libanaises qui consiste à assurer le monopole des armes au Liban et donc évidemment au sud Liban. Traduction, Georges Malbruno, avec vous, les informations que vous avez en coulisses. Non, mais ce qu'elle dit, c'est ce qui se discute en coulisses un petit peu depuis quelques mois, c'est-à-dire de prolonger une présence militaire internationale sous un autre mandat dans ce Liban où justement, eh bien, on a besoin d'avoir une tierce partie. Une intervention internationale. Ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que les États-Unis et la France ont tout fait et ils y sont parvenus pour écarter la FINUL, dont le mandat, comme l'a dit Alice Ruffo, va expirer en fin d'année. Voilà, c'est pas les Français qui ont décidé de partir, c'est les Israéliens et les Américains qui ont fait en sorte que la FINUL se retire parce que, encore une fois, comme je disais, elle gêne tout le monde. Elle gêne côté Hezbollah et elle gêne côté Israël. Elle gêne tout le monde. Oui. Mais dans cet enjeu quand même crucial du désarmement du Hezbollah, bon, même si c'est pas là en pleine guerre, évidemment que ça pourrait intervenir. Est-ce que l'armée libanaise, vous disiez tout à l'heure qu'elle n'a pas tellement envie de se déployer dans cette zone-là, mais est-ce qu'elle a surtout les moyens? Et est-ce qu'elle a les moyens de désarmer le Hezbollah? Et sinon, voilà. Et comment agir alors? Comment fournir ces moyens? C'est le cœur du débat. L'armée libanaise n'a pas les moyens de désarmer le Hezbollah. Simplement, elle peut être un peu plus présente. Elle peut avec la FINUL. Et dans le cadre, je pense que le désarmement du Hezbollah, le désarmement militaire. Hier, j'ai posé la question à Emmanuel Macron. Il a répondu, je crois, en les forces armées libanaises qui désarmeront dans le cadre d'un accord politique. Parce que pour préciser le cadre, vous étiez donc à l'Élysée au moment de cette conférence de presse conjointe entre Emmanuel Macron et Nawaf Salam, le chef du gouvernement libanais. Ce désarmement du Hezbollah, pour les raisons qu'on vient de dire, le Hezbollah aujourd'hui, même s'il a été affaibli, reste une force importante. Et l'armée libanaise surtout, l'armée libanaise, elle est composée, comme tout le Liban, de sunnites, de chrétiens et de chiites, 30%. Et au sud du Liban, qui est une région chiite, eh bien, les militaires chiites de l'armée libanaise n'ont pas forcément envie d'aller désarmer, d'aller au carton, j'allais dire, contre leurs coreligionnaires chiites. Ça, c'est un point. Ensuite, je pense que le désarmement du Hezbollah n'interviendra que lorsque il y aura un accord entre les États-Unis et l'Iran, un accord global, et que à un moment donné, il faut l'espérer, eh bien, l'Iran, qui a été le fondateur du Hezbollah et qui aujourd'hui, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais pas par qui, mais c'est juste, a repris en main depuis 2024 qu'Israël a beaucoup affaibli la milice chiite, a repris en main, l'a restructuré et la commande probablement, eh bien, à un moment donné, l'Iran, s'il y a un accord et si l'Iran abandonne, mais je n'y crois pas beaucoup, mais en tout cas, ça se fera dans ce cadre politique. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'effectivement, le Hezbollah, il soit désarmé et qu'il devienne une force politique comme il est déjà. On était ensemble avec Macron en 2020 lorsqu'il est allé. Il a vu des responsables politiques du Hezbollah parce qu'ils sont l'émanation d'une population chiite qui existe. Si on vous suit bien, un peu la seule voie d'affaiblissement du Hezbollah, c'est dans le cadre d'un accord entre Iran et les États-Unis et Israël, où l'Iran retirerait une partie de ses pions, en tout cas, du Liban. En tout cas, c'est dans le cadre d'un accord inter-libanais aussi, parce que le Hezbollah aura des demandes. Ça a déjà été plus ou moins évoqué entre Libanais. Simplement, le Liban étant une construction fragile et composite, eh bien, il y a des factions, les forces libanaises, aujourd'hui chrétiennes, qui sont pas sur un agenda israélien, mais en sont pas loin, et qui disent il faut profiter de la dynamique pour aller plus loin. Sortir de cette emprise du Hezbollah. Oui, mais sortir de cette emprise, ça veut dire aller au carton. Aller au carton, ça veut dire peut-être une résurgence de la guerre civile. Et ça, les Libanais n'en veulent pas. Bien sûr. Donc, je veux dire, on est sur des dossiers extrêmement complexes et délicats, parce que le Hezbollah, encore une fois, eh bien, il n'a pas été, contrairement à ce qu'on avait annoncé il y a 2 ans, anéanti, et il fait beaucoup de harcèlement. Il y a eu moi j'étais allé en octobre et novembre faire un sujet justement sur comment le Hezbollah s'était reconstitué, et il y a eu effectivement un processus
qui a été menée au Liban depuis 1 an et demi, avec un gouvernement libanais qui est quand même beaucoup plus, je dirais, audacieux qu'auparavant, avec Nawaf Salam et le général Aoun. Est-ce qu'il est plus dur, justement, aujourd'hui, le pouvoir libanais à l'égard du Hezbollah? Christian Macarian, tout à l'heure, qui a été sur notre plateau, avait cette analyse. Il est dur, en tout cas en parole, et même en acte. C'est plus difficile, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Mais en parole, pour la première fois, le gouvernement libanais a dit on doit avoir le monopole des armes, on doit y travailler. Simplement, encore une fois, quand vous êtes face à une entité qui est plus forte que l'armée libanaise, ou en tout cas, eh bien, vous faites attention. Le président de la République, le général Joseph Aoun, qui est un militaire, a toujours été prudent dans cette approche-là. Mais c'est la seule approche. Et puis, voilà, donc il faut... une approche purement militaire est une illusion, aussi bien par l'armée libanaise que par l'armée israélienne. Et c'est pour ça, vous le soulignez, qu'en effet, il faut une approche diplomatique et une approche politique. Quel rôle peut jouer la France dedans? Parce qu'elle avait joué un rôle en 2024, notamment pour le cessez-le-feu, et avec les Américains, mais à l'époque, c'était Biden. Aujourd'hui, que ce soit les Israéliens, que ce soit les Américains, ils s'appliquent à tenir la France hors du jeu. Or, ce gouvernement, il a quand même besoin d'être soutenu. Et en dehors de la France, dans les acteurs... Qui pourrait le faire? Comment remettre un pied là-dedans? Est-ce que c'est d'ailleurs nécessaire? Peut-être pas. Si, ce sera nécessaire. Je pense que vous l'avez dit, la France a été écartée par les États-Unis et Israël, et aussi, il faut le dire aussi, par le Liban, parce que le général Joseph Aoun, président de la République, est plutôt américanophile que francophile. Il parle mieux l'anglais que le français. L'armée libanaise, sa structure dirigeante, regarde plus vers les États-Unis que vers la France. Il faut rappeler aussi que les États-Unis sont le principal pays qui fournissent à 95% en équipement l'armée libanaise. Et puis, il y a un principe de réalité. Les États-Unis sont la première puissance, donc on regarde. Ensuite, lorsqu'il faudra passer aux choses complexes, eh bien, je pense qu'on aura besoin de la France, parce que la France, justement, elle a des contacts avec la branche politique du Hezbollah, elle fait passer des messages, et donc... Voilà, elle peut parler à tout le monde, et ce sera quelque chose d'important. À ce moment-là, peut-être que la France, le rôle de la France sera plus important. On dit qu'effectivement, aussi, l'Égypte aimerait être associée, parce que pour nous, c'est vrai que c'est quand même une défaite assez importante. Vous étiez donc hier à l'Élysée, au moment de cette rencontre et de cette conférence de presse donc, entre Emmanuel Macron et Nawaf Salam, le chef du gouvernement libanais. Emmanuel Macron qui a rappelé qu'Israël doit renoncer à ses visées territoriales au sud du Liban, avec cette zone tampon dont on parlait tout à l'heure, mais qui ne peut être que provisoire, dans ce que affirmait Emmanuel Macron. C'est un sujet central aussi aujourd'hui. Oui, parce que si vous voulez... Aujourd'hui, lorsque votre pays est occupé, bien le Hezbollah dit « moi, je suis un résistant ». Et vous ne pouvez pas lui nier cette capacité de résistance. Et ça peut parler à une partie de la population. Ça peut parler à une partie de la population. Donc c'est là où le rôle israélien a toujours été un petit peu ambigu, parce qu'évidemment, en occupant, eh bien, vous validez cette capacité du Hezbollah à être résistant. Et donc vous amoindrissez le consensus libanais qu'il y a autour pour dire il faut lutter contre le Hezbollah. Vous avez d'ailleurs interrogé aussi le président de la République sur la relation entre la France et Israël, sur cette relation très compliquée. Oui, sur le président de la République hier nous a donné quelques éléments. On a eu l'impression, c'était sur la suspension éventuelle de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Un certain nombre de pays européens sont avancés. On dit il faut suspendre pour les raisons qu'on connaît à Gaza, etc. En Cisjordanie, de l'armée israélienne, etc. La France a toujours été extrêmement prudente jusqu'à maintenant. On interrogeait Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron, et il se dissimulait derrière une espèce de brouillard, etc. Hier, Emmanuel Macron nous a dit, voilà, cette question va devenir légitime, et au cours des prochaines semaines, il va falloir la trancher. Il nous a dit aussi qu'il ne voulait pas le faire aujourd'hui, parce que justement, il y a eu quand même ce cessez-le-feu au Liban entre Israël et le Hezbollah. Il ne veut pas rajouter de l'huile sur le feu. Il ne veut pas paralyser, mais en tout cas, on a l'impression que le tempo s'est accéléré. Et que la France est prête à aller presque jusqu'à ce divorce avec Israël, dans ce que vous avez compris. Ce n'est pas un divorce, c'est une mise à distance encore plus forte. Oui, ce serait une mesure, mais qui est réclamée par beaucoup de pays, qui est réclamée par d'anciens diplomates. Qui a même été évoquée par la présidente de la Commission européenne. C'est un revirement assez étonnant quand même. Sur le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis, il y a donc cette incertitude qui plane sur les pourparlers entre Américains et Iraniens. Est-ce que vous, ce soir, vous craignez la reprise du conflit armé ?
Alors peut-être pas dans les jours qui viennent, parce que je crois que les médiateurs pakistanais vont tout faire pour essayer de combler un petit peu le fossé. Vous avez vu que Donald Trump aussi a dit on va probablement se réunir peut-être vendredi. Mais c'est vrai que cette nouvelle phase de ni guerre ni paix, même si elle est accueillie avec soulagement par un certain nombre d'acteurs, elle n'est pas forcément rassurante, parce que de part et d'autre, on a l'impression, aussi bien iraniens qu'américains, qu'on a encore la main. Les Iraniens ont le détroit d'Ormuz, et ils ont rappelé qu'il n'y aura pas de déblocage du détroit d'Ormuz sans. Ils l'ont encore redit en effet là en fin de journée. Américaine, et les États-Unis ont le sentiment qu'ils ont encore la main, parce qu'ils ont encore le déploiement militaire autour, etc. On a quand même l'impression que voilà, les Iraniens devaient aller à Islamabad. Le week-end dernier, ils avaient consenti à ouvrir le détroit d'Ormuz. Ensuite, Donald Trump a eu des déclarations incohérentes, et puis il y a affirmant qu'il ne voulait pas lever le blocus des ports iraniens. Et surtout, il a bloqué les ports iraniens, et donc aujourd'hui, l'Iran se retrouve asphyxié économiquement, en tout cas avec des problèmes plus importants, et donc réclame, en tout cas, avant d'aller à Islamabad, c'est ce qu'on disait hier, réclame bien au moins que le blocus soit levé. Donc, et Donald Trump répond nous ne leverons le blocus que s'il y a des négociations. Donc on a le sentiment d'être dans une impasse totale. Mais je pense qu'ils vont se réunir, parce que vous croyez que ces pourparlers vont se tenir, avoir lieu? Je pense, parce que ni l'Iran ni les États-Unis n'ont intérêt à une reprise du conflit. Les États-Unis, on connaît les raisons. Donald Trump a envie justement de refermer la parenthèse rapidement. Il y a de l'inflation, il y a les marchés boursiers, il y a une opposition chez lui. L'Iran est a priori dans une position moins défavorable, mais ça n'est qu'une impression, parce que... Quelle est aujourd'hui la nature, l'état du régime en quelque sorte? Parce que Trump, on a eu l'impression qu'il faisait état de dissension au sein de ce régime, et que finalement il espérait en jouer entre en gros des jusqu'au-boutistes, Mazdaran, qui veulent mener la guerre jusqu'au bout, et d'autres plus pragmatiques. Pour autant qu'on puisse le savoir, quel est l'état aujourd'hui? Je pense qu'il y a quelques divergences, mais je pense qu'il exagère un petit peu ces divisions pour rejeter la responsabilité d'un éventuel échec sur les Iraniens. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui le commandement militaire iranien est composé d'une douzaine de personnes, et qui sont homogènes, et qu'en face, il y a effectivement des diplomates comme Abbas Araghchi, probablement Ghalibaf, le négociateur, qui sont dans une position, eux, plus favorable à des négociations pour monétiser leur résilience, qui a été assez importante jusqu'à maintenant. Mais je crois, à la différence de ce qui s'est passé en 2015, lorsqu'il y a eu l'accord sur le nucléaire, où il y avait une polarisation en Iran entre conservateurs et réformateurs, aujourd'hui, ce sont tous des conservateurs. Et donc, il n'y a plus vraiment de divergences fondamentales. Il y a des divergences d'opinion, parce qu'en Iran, on discute, il y a un parlement, voilà. Mais je ne crois pas tellement à cette thèse de fissure. Non, on l'a bien vu, il n'y en a pas. C'est un régime qui tient, c'est un régime qui a montré une certaine, cohérence et qui réprime toujours autant. L'oppression aussi, qui réprime, mais d'un point de vue militaire, qui a plutôt mené une guerre avec cohérence, en la calibrant, sans se radicaliser à outrance. Il n'y a pas eu sur Israël, curieusement, il y a eu plus d'attaques sur le Golfe que sur Israël. Donc, voilà. Vous signez d'ailleurs aujourd'hui dans votre journal Le Figaro un article passionnant. À la tête du pays, le commandement militaire durcit les exigences iraniennes, et vous faites le récit en effet alors vous le dites, il n'y a pas une division, mais quand même peut-être de l'incarnation de deux jambes dans ce pouvoir, avec une incarnation du côté de Mohamed Ghalibaf, donc qui mène ces négociations, et de l'autre côté d'Ahmad Vaidi, le nouveau chef des gardiens de la révolution. Est-ce que vous nous dites, et vous nous expliquez très bien, qu'ils sont tous des conservateurs, mais est-ce qu'il y a des pragmatiques face à des radicaux? Est-ce que face à la possibilité de reprendre des opérations militaires, il n'y a pas forcément la même analyse entre ces deux camps? Probablement. C'est plus une divergence entre, effectivement, pragmatiques et un peu plus radicaux contre militaires et politiques. Je pense qu'effectivement, la
personne qu'on voit au milieu, là, Ahmad Vahidi, qui est une figure ancienne et qui est pas un tendre. Hein. Expliquez-nous en quelques mots. C'est un dur du régime. Ah oui, ça a été un dur et qui est là depuis 40 ans, qui a fait la guerre Iran-Irak, qui a été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, qui a participé à des opérations à l'extérieur. Donc voilà, donc c'est vraiment quelqu'un d'assez dur. Hein. Et puis Mohamed Khalibaf, qui lui est un petit peu l'incarnation, c'est la liaison entre, c'est un ancien gardien hein, qui a fait la guerre Iran-Irak et qui est aussi un politique parce qu'il a été maire de Téhéran, il est président du Parlement et c'est lui qui a discuté face à J.D. Vance. Donc effectivement, il y a des nuances, il y a des différences, mais il n'est pas moins conservateur. Ce que vous nous dites, c'est que sur la défense du régime... Je pense que c'est pas une grille de lecture très importante aujourd'hui. Ils sont tous des conservateurs, mais Khalibaf, moi je l'ai connu, je l'ai interrogé et il a... je veux dire, si les États-Unis l'ont gardé, c'est justement parce qu'ils considèrent qu'avec lui, on peut faire un deal. Donc c'est quelqu'un de relativement pragmatique. Ce n'est pas un réformateur comme il y a eu avant, mais c'est quelqu'un de relativement pragmatique. C'est quelqu'un qui est un pilote de ligne, qui venait en France d'ailleurs pour faire valider son brevet de pilotage. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a été maintenu par les États-Unis, qui en ont fait un peu, peut-être aussi un peu pour le gêner par rapport au dur, un peu justement l'interlocuteur, le futur dirigeant de l'Iran. Un deal, mais sur quoi aujourd'hui? Quelles sont un peu les lignes rouges de part et d'autre, et notamment côté Trump? Qu'est-ce qu'il veut en priorité? Est-ce que c'est rouvrir le détroit d'Ormuz, qui était d'ailleurs ouvert avant qu'il lance sa guerre hein? Est-ce que c'est l'uranium, un accord plus tangible et en tout cas à ses yeux meilleur que celui de 2015, même si celui de 2015 avait réglé pas mal de choses? Qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Trump, lui, il veut effectivement une réouverture du détroit d'Ormuz qui permettrait de soulager l'économie mondiale. Il veut aussi un transfert, un règlement de ces 450 kilos d'uranium enrichi qui sont en Iran, on ne sait pas trop où. Et proche de faire une bombe, pour être clair. Voilà, pas encore, mais qui pourrait à terme faire une bombe. Ça, ce sont les demandes américaines. Le balistique, on n'en parle plus parce qu'ils ont compris que pour les Iraniens, de toute façon, c'est impossible de se dessaisir du balistique parce que s'il n'y avait pas eu de missiles aujourd'hui... Le balistique, ce sont les missiles qui peuvent aller frapper, ils n'existeraient plus. Ils peuvent tirer sur les pays du Golfe, sur Israël. Pour les Iraniens, ce qu'ils veulent, eux, c'est une garantie de non-agression. Ils ne veulent pas de troisième guerre. Ils se sont fait avoir 2 fois, en juin et maintenant, alors qu'ils négociaient, et il y a eu une guerre. Donc ils veulent une garantie de non-agression, si possible co-signée, parrainée par la Chine, par le Pakistan, et ils veulent surtout une levée des sanctions. Le retour du cash qui est bloqué dans certains pays, mais c'est relativement majeur, mais surtout une levée des sanctions économiques, pour une raison très simple, c'est qu'une levée des sanctions économiques, ça leur ramène de l'argent et ça relance l'économie et ça réduit la contestation qui existe toujours, ça remet de l'argent sur la table des Iraniens. Ça leur permet de tenir. Et ça leur permet de tenir. En clair. Vous le disiez, dans ces négociations, les Iraniens ne veulent pas se faire avoir une 3e fois. Est-ce que c'est aussi un des sujets dans ces pourparlers dont on n'arrive pas à réunir les délégations, c'est qu'il y a, alors c'est peut-être bizarre de le dire comme ça, mais un problème de confiance de la part des Iraniens à l'égard des Américains. C'est un article du New York Times aujourd'hui sur l'Iran qui doute de la capacité même de discuter avec les États-Unis. Non, mais c'est un méga, je dirais, problème de confiance parce qu'il y a quand même eu 2 guerres là. Et là, ce sont des guerres, qui s'ajoutent à 47 ans d'antagonisme. Antagonisme incarné... De détestation. Détestation, mais c'est plus compliqué que ça. Trop dans l'émotion, détestation mais en tout cas, antagonisme, là, notamment par les Iraniens, qui est ressenti, parce que ce sont des durs, etc. Donc, là, c'est un gros problème, c'est qu'il n'y a pas eu de confiance. Et puis, la décision américaine de bloquer les ports l'autre jour a encore affaibli cette confiance. Et donc, ce manque de confiance va jusqu'à faire dire à certains responsables, notamment militaires iraniens, n'allez pas à Islamabad parce que sinon vous allez vous faire tuer. Et donc c'est un piège, comme il y a eu un piège effectivement à Oman. Il y a eu un piège, comme il y a eu un piège aussi en juin lorsqu'il y a eu une réunion et qu'ils étaient censés préparer et que Israël en a profité. Donc effectivement, il n'y a pas de confiance entre les États-Unis et l'Iran, on le voit. Et comme les Iraniens ont tendance à surenchérir dans la fierté, dans la rhétorique, eh bien, alors que Trump a une rhétorique complètement erratique et incohérente, de l'autre côté, eh bien, la susceptibilité iranienne est froissée, on en rajoute une couche, et donc ça ne donne pas les conditions pour pouvoir avoir des négociations. Dernière question, Henri Vernet, pour conclure rapidement. Un élément qui est frappant, même terrible, c'est que dans tout cela, on ne parle plus de la population iranienne qui était
massacrée, on peut le dire, en janvier, oui. qui reste terriblement opprimée sous la coupe. Qu'est-ce qu'elle peut espérer aujourd'hui? C'est terminé les idées de changement de régime? Alors, à leurs yeux, aux yeux de beaucoup d'Iraniens, le changement de régime, non, c'est pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont les grands perdants parce que bien la guerre tue la contestation, mais et pas la violence du régime. Il y a pas la violence du régime qui réprime, qui multiplie les arrestations, etc. Parce qu'ils savent justement que cette contestation est larvée, et c'est aussi pour ça que le régime doit conclure un deal et veut la levée des sanctions. Parce que s'il n'y a pas de deal... Interromps, mais avec les images qu'on voyait à l'instant de la part des agences iraniennes qui montrent aussi la vie qui reprend dans cette communication, dans cette propagande. Mais c'est vrai, non, c'est pas de la propagande, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité parce que la vie doit bien reprendre. Là, ce qui s'est passé, c'est que les vacances de Nowruz sont terminées. Nowruz, c'est le nouvel an iranien. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont licencié des employés parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur contrat à durée déterminée. Et donc, il y a une aggravation de la situation économique. Et donc, tout ça, ça pousse le régime aussi à dire il nous faut un accord pour ramener du cash et pour soulager les Iraniens et pour nous autres, nous offrir une espèce d'assurance vie, en tout cas provisoire. Vous entendez la musique derrière nous, Georges Malbruno. Ça veut dire que c'est fini. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous pour vos analyses précieuses. Et désormais, à suivre, le JT Monde.